Destination du programme. Chargement, voix, femme, humaine. Lancement du programme. Salut bande de zombies, bienvenue dans l'épisode 3 de Portrait d'illustrateur, édition Halloween. J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui on entame l'épisode le plus trash de la série. Jusqu'à présent on a été assez mini, mais là on s'apprête à parcourir une page encore plus morbide et dérangeante de l'horreur illustrée. Aujourd'hui, on se place à la frontière entre le frisson et le gore. Alors, âme sensible, vous êtes prévenus. Si vous êtes dérangé par les déformations humaines ou que vous êtes tripophobe, je vous déconseille de regarder les images qui vont suivre. Écoutez-moi simplement, en fermant les yeux. Voyez ça comme une petite séance de méditation horrifique. Et pour ceux qui sont restés, les mirettes grandes ouvertes, attachez vos ceintures car on embarque dans le train de l'horreur en direction du Japon, puisqu'aujourd'hui, on parcourt l'univers de Junji Ito. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tout de suite aimé Junji Ito. Au début, je ne comprenais pas l'intérêt de telles images. Puis, j'ai lu du Ito et j'ai compris. C'est pourquoi je suis très heureuse de vous partager ce que j'ai appris et compris de ce maître de l'horreur illustrée. Junji Ito est un auteur et illustrateur japonais de manga d'horreur, reconnu pour ses histoires perturbantes, son trait d'encre bien à lui et sa capacité à créer une ambiance oppressante. Né le 31 juillet 1963 à Gifu, au Japon, Ito s'est imposé comme l'un des maîtres du genre de l'horreur. Junji Ito a grandi dans un petit village rural où il a développé très tôt un intérêt pour l'horreur. Son amour pour ce genre a été en partie influencé par sa sœur aînée qui collectionnait les mangas d'horreur, ainsi que par sa lecture des œuvres de Kazuo Umesu, une autre figure clé du manga d'horreur japonais. Avant de devenir mangaka à plein temps, Ito a étudié pour devenir technicien dentaire, une formation qui peut se refléter dans certains détails corporels minutieux qu'il utilise dans ses illustrations. En parallèle de ses études, Ito continuait à dessiner dans son temps libre, créant des histoires d'horreur inspirées de ses lectures et de son imagination. Cependant, son choix de devenir dentiste n'était pas dicté par une passion pour la médecine dentaire, mais plutôt par la recherche de sécurité financière. La carrière d'un artiste étant incertaine, Ito avait besoin de se rassurer avec un métier stable. En 1987, alors qu'il travaillait toujours comme technicien dentaire, Junji Ito a décidé de soumettre une de ses œuvres, Tomie, au prix Kazuo Umesu, portant le nom de l'un de ses idoles d'enfance, un concours de jeunes auteurs organisé par le magazine Gekkan Halloween. Son approche unique du corps et de l'horreur psychologique a été saluée et il a remporté le prix. Ce succès lui a ouvert les portes de la profession, lui offrant l'opportunité de publier son manga dans le magazine Mostly Halloween, dédié aux histoires d'horreur. Suite à la reconnaissance reçue pour Tomie, Ito a commencé à attirer l'attention des éditeurs et des lecteurs. Il a publié plusieurs chapitres de Tomie, qui est devenue une série à succès. Encouragé par cette réception positive, Junji Ito a pris la décision audacieuse de quitter son emploi de technicien dentaire pour se consacrer pleinement à sa carrière de mangaka. Avant de concourir et de voir sa carrière exploser, Junji Ito imaginait plutôt des histoires courtes qui seront publiées plus tard dans plusieurs recueils. Mes recueils préférés sont sans doute les 2 volumes de Les chefs-d'œuvre de Junji Ito. À chaque fin d'histoire, on a le droit à un petit texte expliquant les inspirations de l'auteur. Il y a même des pages de croquis issus de ses carnets de recherche. Un vrai régal pour plonger plus profondément dans sa tête et son travail. Je vais vous détailler 2 exemples, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Dans l'épidémie, la narration est interne et nous suivons une jeune fille qui tente de s'évader en contemplant le mont Fuji. Très vite, elle explique qu'elle vit dans un petit appartement où la Grèce semble avoir pris le contrôle. Absolument tout sointe de Grèce. Cela s'explique par le fait que l'habitation qu'elle occupe avec son père et son frère se trouve au-dessus du restaurant tenu par le paternel. Et cet environnement la répugne, elle en souffre profondément. Pour mesurer l'omniprésence de la Grèce, la jeune fille invente le concept de seuil lipidique pour indiquer à quel point l'air et les objets sont saturés de graisse.
Plus l'histoire progresse, plus ce seuil augmente, renforçant l'aspect suffocant de cet environnement. Son frère, quant à lui, est un personnage tourmenté, violent et mal dans sa peau. Bien qu'il partage son dégoût pour leur mode de vie, elle le surprend souvent en train de boire de l'huile directement au goulot. Petit à petit, il perd la tête et lorsqu'elle lui exprime son écœurement, il tente de la tuer en utilisant la graisse de ses boutons d'acné comme arme. Le père intervient in extremis pour sauver sa fille, tuant son fils dans le processus avant de se débarrasser du corps en l'intégrant au plat de son restaurant, ce qui augmente subitement la popularité de l'établissement. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un soir, la jeune fille se réveille en surprenant son père en train de l'abreuver d'huile pendant qu'elle dort. Lorsqu'elle le confronte, il répond simplement qu'il pensait qu'elle avait soif. Cet incident la rend méfiante et elle réalise que son père, lui aussi, a une relation malsaine avec la graisse. L'histoire se conclut sur une image saisissante. Le père se mutile et à la place du sang, c'est de la graisse qui s'échappe de son corps. La jeune fille, quant à elle, se sent de plus en plus oppressée par la graisse jusqu'à l'étouffer même dans ses cauchemars. La graisse est omniprésente dans cette histoire, symbolisant une forme de consommation destructrice qui finit par engloutir les personnages à la fois psychologiquement et physiquement. Pour cette histoire, l'auteur dira qu'il s'est inspiré des conditions dans lesquelles il a étudié pour devenir prothésiste dentaire. Et il complétera en disant « Dormir dans cette literie poisseuse pendant les nuits chaudes et humides de l'été était une véritable épreuve. J'ai eu envie de dessiner une nouvelle qui représenterait cet inconfort. » Avec un sujet comme la graisse, beaucoup de thèmes annexes peuvent se greffer aux propos. L'acné par exemple. J'ai moi-même été un adolescent criblé de boutons, tout particulièrement sur le front. J'ai aussi pensé au taux d'humidité permettant de mesurer la présence de vapeur d'eau dans l'air et j'ai imaginé une donnée équivalente pour indiquer la présence d'huile dans l'atmosphère. Dans cette histoire, on suit les dialogues entre deux médecins d'un hôpital. Ici, Ito explore le thème de l'angoisse existentielle à travers les cauchemars et la peur que peut générer l'idée de la mort ou de l'éternité. L'histoire suit l'expérience terrifiante d'un homme qui est incapable de se réveiller de ses rêves. Chaque fois qu'il s'endort, ses rêves durent plus longtemps, s'étirant jusqu'à l'infini. Alors que dans le monde réel, peu de temps s'écoule. Au départ, il rêve pendant ce qui semble être quelques jours. Mais au fur et à mesure, les rêves s'étendent à des années, puis des siècles et des millénaires. Chaque fois qu'il se réveille dans la réalité, il est épuisé, vieillit prématurément et a du mal à se rappeler de la vie réelle. Le personnage est pris au piège dans une boucle interminable, ce qui lui cause une angoisse extrême. Son corps se métamorphose progressivement en une sorte de monstre incapable de se mouvoir. Il succombera de sa dernière nuit en se transformant en un amas de débris. Parmi les débris qui composaient son cerveau, le médecin trouve des cristaux. Il ne parvient pas à identifier ces cristaux, mais les injecte à une autre de ses patientes, qui, elle, est angoissée par l'idée de disparaître. Peu de temps après, les médecins constatent que la jeune femme subit le même sort de rêve sans fin que le patient décédé. Lorsque son collègue tente de raisonner le médecin en lui disant que c'est un acte abominable, ce dernier rétorquera qu'ainsi, il pense calmer l'angoisse de mourir qui animait sa patiente, en lui offrant la vie éternelle au travers de ses rêves, le rêve prenant le pas sur la vie réelle. Parmi les histoires courtes les plus célèbres, on peut aussi citer le mystère de la faille d'Amigara, où des humains trouvent des trous dans la montagne ayant exactement la forme de leur corps, les attirant à l'intérieur d'un inexorable processus de transformation. Ce type de narration, souvent comparé au cauchemar, souligne la manière unique d'Ito de représenter la terreur sous forme de courts récits. Ito explore plusieurs thèmes récurrents à travers ses histoires. Tout d'abord, la déformation corporelle et la transformation sont des motifs fréquents dans ses récits. Ito est fasciné par l'idée que le corps humain, si familier et rassurant, peut devenir étranger, effrayant et hors de contrôle. Dans plusieurs de ses œuvres, les personnages sont également consumés par une obsession qui les pousse à des comportements autodestructeurs. À la manière de Lovecraft, Ito explore l'idée que des forces, au-delà de la compréhension humaine, influencent la réalité, créant ainsi un sentiment de terreur omniprésente et inévitable. On appelle cela l'horreur cosmique. Ces personnages sont aussi souvent confrontés à des situations qui les isolent psychologiquement ou physiquement. Parmi ces inspirations, on notera aussi les légendes urbaines et le folklore japonais, les films d'horreur de monstres et de body horror. Le body horror consistant à mettre en scène la déformation ou la transformation du corps humain de manière terrifiante. Mais avant tout, Ito s'inspire de ses expériences personnelles.
ses rêves, ses cauchemars, son inconscient. Quand j'ai commencé Tomie, c'était un projet ponctuel. Mais Monsieur Harada a suggéré d'en faire une parution régulière. C'est donc le peintre qui a ouvert le bal de cette publication sérialisée. Tomie aimerait que sa beauté passe à la postérité. Mais pour une raison étrange, son apparence devient monstrueuse dès qu'elle apparaît sur papier argentique. Elle cherche donc à immortaliser ses traits à travers la sculpture ou la peinture. Mais ça ne va pas se passer comme elle l'entend. C'est avec cette série d'histoires autour de Tomie que Junji Ito connaîtra son premier succès. On y suit l'histoire d'une jeune fille incroyablement belle, Tomie Kawakami, qui a la capacité de renaître même après avoir été tuée. Elle pousse les hommes et les femmes à la folie, causant leur ruine ou leur meurtre. L'horreur de Tomie réside dans l'invincibilité du personnage et sa nature perverse, manipulatrice et immortelle. Le thème récurrent de la répétition morbide, où la mort devient une étape transitoire plutôt qu'une finalité, devient une caractéristique centrale du style d'Ito. Uzumaki est peut-être l'œuvre la plus emblématique de Junji Ito. Cela signifie spirale en japonais, et cela raconte l'histoire d'une ville qui est hantée par des spirales. Cette obsession démente pour la forme spiralée commence à infecter les habitants, les entraînant dans des événements de plus en plus perturbants et cauchemardesques. L'horreur dans Uzumaki est aussi bien physique que psychologique, avec une montée en tension qui crée une atmosphère de terreur suffocante. La spirale pour Ito symbolise l'obsession, l'infini et la déformation de la réalité. Il s'est intéressé à cette forme géométrique simple mais omniprésente qu'il a aperçue comme fascinante et inquiétante à la fois. Car la spirale représente à la fois une progression sans fin et une descente vers le chaos. Dans Gyo, Junji Ito raconte une invasion cauchemardesque de poissons dotés de pattes mécaniques envahissant la terre ferme. L'histoire suit Tadashi et sa petite amie Kaori qui sont en vacances à Okinawa. Ils découvrent un poisson avec des pattes métalliques émettant une odeur nauséabonde. Bientôt, des hordes de poissons sortent de l'océan, marchant sur la terre ferme. Il s'avère que ces créatures sont propulsées par une mystérieuse technologie biologique, héritage d'expériences militaires secrètes datant de la Seconde Guerre mondiale. Au fur et à mesure, la situation dégénère. Des requins, des pieuvres et même des créatures humaines commencent à marcher sur ces étranges structures mécaniques. Je m'arrêterai ici, mais sachez qu'il a publié toute une ribambelle d'histoires. Et pour faire un clin d'œil à l'épisode 1 de cette série où je vous parlais de Bernie Wrightson, dont l'une de ses œuvres les plus connues est son travail d'illustration du roman Frankenstein de Mary Shelley, sachez qu'Ito a également produit son interprétation illustrée du roman. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est très clairement sur ma wishlist. Les œuvres de Junji Ito ont été adaptées plusieurs fois à l'écran. Tout d'abord, Tomie a été adapté en plusieurs films entre 1999 et 2011. On a également un film tiré de Uzumaki qui sort en 2000, un live-action basé sur le manga. En 2012, c'est un film d'animation reprenant l'histoire de Gyo qui fait son apparition. En 2018 sort une autre série animée, Junji Ito Collection. Cette série d'anthologie d'animation adapte plusieurs histoires courtes issues des différents recueils de Junji Ito. La série a 12 épisodes, plus 2 épisodes spéciaux. Une autre série animée anthologique est disponible sur Netflix depuis 2023. Elle adapte 20 histoires issues des œuvres de Junji Ito. En septembre 2024, Adult Swim nous a dévoilé les premiers épisodes de l'adaptation d'Uzumaki, une autre série animée qui était très attendue et qui adapte le manga dans un style en noir et blanc, fidèle à l'esthétique originelle. Ces adaptations ont connu un succès mitigé en raison de la difficulté à capturer l'horreur psychologique et visuelle des œuvres originales de Ito. Néanmoins, elles témoignent de l'influence durable de son travail dans le genre de l'horreur. De plus, Junji Ito le voit d'un bon œil, car pour lui c'est une manière de faire évoluer ses œuvres. Tout est dit dans cet extrait. Ce qui rend les œuvres de Ito si saisissantes, c'est qu'il arrive à transformer n'importe quel objet banal en une chose terrifiante. On est habitué aux vampires ou aux loups-garous, mais on ne s'attend pas à découvrir un monstre dont la tête se compose des crânes de ses ancêtres, formant une créature mi-homme, mi-chenille.
Et malgré l'amertume de ses visions, on ne détourne pas son regard des images, car son imagination semble sans limite. Son trait est précis, mais laisse une part de suggestion abstraite et surtout, il sait nous surprendre avec des retournements de situations auxquelles on ne s'attend pas. Ainsi, un simple ballon d'hélium pourrait prendre la forme d'une tête meurtrière cherchant à causer votre mort. Un simple trou dans une cavité pourrait vous engloutir dans une introspection assassine. Une simple bouteille d'huile pourrait devenir l'objet de votre folie, et cela pourrait tourner très mal. C'est là toute la poésie de Ito. Il transforme un objet banal en une arme meurtrière, et il nous image la scène morbide qui se produirait devant nos yeux. Mais si on prend du recul, il nous l'image de manière subtile, en introduisant des revirements qui sont improbables. Au fond, on sait qu'il est très peu probable qu'un ballon devienne une tête assassine, et vos pustules ne produiront jamais un tel flux. En mêlant cette touche d'absurde presque humoristique, il sait rassurer notre cerveau et nous rendre complètement accros à la porte grande ouverte de son imagination débordante dont il nous donne la clé. Voilà pourquoi j'aime parcourir du Junji Ito. L'horreur n'est pas un genre, c'est un multivers. Caché au fond de sa galaxie, Junji Ito en est sans contexte l'un des démiurges surdoués, capable de s'abreuver à la source même de nos terreurs les plus enfouies. 呼ばれてるんですかねわかんないですけど実感はないんですけどいや そんなことないと思いますけどね、はい、まあ自分は今まで通り机に向かって書こうと思います。J'espère que je ne vous ai pas traumatisé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes, à lâcher un like pour me donner de la force et à me partager vos œuvres préférées de Junji Ito en commentaire. À très vite.